Dans les couloirs animés de l'hôpital où le destin aimait croiser les pas des âmes les plus singulières, une conversation animée brisait le silence habituel des lieux. Jamel, avec son insistance légendaire, tentait de convaincre son ami de lui céder son appartement pour quelques jours. Il s'exclamait avec une ferveur presque théâtrale, suppliant son camarade de ne pas faire preuve de dureté et de lui confier les clés de son sanctuaire. Mais la réponse tombait comme un coup près, ferme et sans appel. L'ami expliquait que son logement était actuellement un véritable champ de bataille, un chantier désordonné où même un félin ne parviendrait pas à retrouver son épingle du jeu au milieu du chaos. Jamel, ne se démontant pas, affirmait qu'il ne demandait rien de plus qu'un lit, un simple endroit pour reposer sa tête. Pourtant, la réalité était plus cruelle encore puisque même le lit avait disparu, démonté pour fournir le bois nécessaire à la construction d'un placard destiné à abriter une collection de bouleaux. L'ami, agacé, suggérait alors à Jamel d'emmener la jeune Claire chez lui, mais Jamel s'insurgeait aussitôt. Il demandait à son interlocuteur s'il pensait vraiment que sa demeure ressemblait à celle de la famille de M. Will Smith, où l'on pourrait introduire des jeunes femmes avec une telle aisance sans s'attirer les foudres maternelles. La crainte d'une réaction véhémente de sa mère était palpable. Face à cette impasse, une idée saugrenue finit par germer. L'ami proposa une solution digne des plus grandes productions de Hollywood. Il imaginait faire passer Claire par les canalisations, vêtue de noir et le visage maculé de charbon pour plus de discrétion. Pour parfaire ce plan audacieux, 2 hommes devaient être postés en faction devant la maison, armés de jumelles et de talkie-walkie, afin de surveiller les moindres faits et gestes de la mère de Jamel. Frappé par l'ingéniosité de cette stratégie, Jamel admit qu'il n'y avait jamais songé, reconnaissant que les bonnes idées ne se trouvaient pas sous les sabots d'une botte de foin. Finalement, résigné à plus de simplicité, il envisagea une sortie classique au cinéma suivie d'un repas chez McDonald's, une formule éprouvée à 49 francs qui semblait être le sommet du divertissement pour lui. Pendant ce temps, la montre Mickey, un objet en apparence innocent, commençait à tisser sa toile de malchance. Dans l'enceinte de l'hôpital, on parlait de 3 accidents survenus en l'espace de 3 semaines. La conviction que cet objet portait malheur s'installait. C'était la malédiction de Mickey, une idée qui faisait sourire les sceptiques mais inquiétait les plus sensibles. Lorsqu'on proposa la montre à une femme, celle-ci la refusa catégoriquement, non par superstition, mais simplement parce qu'elle la trouvait immonde. Pourtant, l'objet finit par trouver preneur auprès de Clara, qui semblait ravie de ce cadeau inattendu. On lui affirmait que la montre était étanche, une caractéristique digne des créations de M. Walt Disney, et surtout qu'elle était multifonction puisqu'en plus de donner l'heure, elle distribuait la poisse. Mais pour certains, ce n'était pas l'objet qui était en cause, car la malchance était un concept bien plus vaste, comme un chat noir ou une échelle sous laquelle il ne fallait pas passer. Les interactions sociales continuaient de se déployer avec leur lot de quiproquos. Jamel, toujours en quête d'un appartement, rappelait les souvenirs de l'été dernier et les délires partagés sur le clan des Capucins. Il promettait de prendre soin du canapé Ontario, ce meuble précieux composé de moitié de coton, de moitié de nubuck et de moitié de sky. Il jurait de le traiter comme un frère, de le câliner et de veiller sur lui avec une tendresse infinie. Finalement, son ami accepta, mais non sans imposer des conditions strictes sur l'utilisation de sous-verres pour éviter les auréoles sur la table. L'ami s'apprêtait à partir en Corse pour le remariage de son père, un événement qu'il redoutait malgré l'affection qu'il portait à sa future belle-mère, une femme qu'il décrivait d'abord comme chaleureuse avant de se rétracter par peur de l'avion. Il comparait l'avion à un simple autobus, à la seule différence que les pneus roulaient sur les nuages. Au milieu de ces péripéties, le professeur Strauss, figure éminente et excentrique de l'hôpital, devait faire face à un contrôle fiscal mené par M. Jean-Guy Petit. Le professeur, cherchant à dissimuler sa fortune, ordonnait que l'on déplace ses meubles précieux pour paraître le plus pauvre possible. Il sollicitait l'aide de ses collaborateurs, tout en se moquant gentiment de leur physique ou de leur sensibilité. La rencontre avec le contrôleur fiscal, que ses collègues surnommaient le Hyénal, un mélange de hyène et de chacal, promettait d'être électrique. Le professeur tentait de corrompre l'inspecteur avec des promesses de compte en Suisse, ignorant que le destin réservait à M. Jean-Guy Petit un sort tragique et absurde, impliquant un ours échappé du zoo de Vincennes dans une sanisette sur les Champs-Élysées. Le récit se poursuivait avec Jamel et Claire, installés dans l'appartement prêté.
Pour justifier la présence de son ami qu'il faisait passer pour son frère, Jamel inventait une histoire de chimiothérapie pour expliquer son apparence, tout en essayant de masquer une tache sur le précieux canapé Ontario avec un produit nettoyant. Les mensonges s'accumulaient, créant une atmosphère à la fois comique et touchante. Jamel finissait par accepter d'aller au mariage de son père, encouragé par Claire qui ne voulait pas qu'il vive avec les mêmes regrets qu'elle. Elle lui racontait sa propre douleur d'avoir refusé d'assister au mariage de sa mère et les cauchemars qui la hantaient depuis. Finalement, le voyage vers la Corse commença. Dans l'avion, Jamel essayait de surmonter sa peur tandis qu'il offrait la fameuse montre Mickey comme cadeau de mariage pour son père. Mais le voyage prit une tournure dramatique lorsqu'une annonce retentit à la radio. Des pirates de l'air avaient détourné l'appareil, exigeant une rançon de 12 millions. La confusion régnait sur le tarmac de l'aéroport de Bastia. Les preneurs d'otages, maladroits, demandaient si la somme devait être versée en francs ou en euros, tandis que Jamel, fidèle à lui-même, remarquait que sa montre Mickey s'était arrêtée à 6 heures précises. La poisse semblait avoir frappé une dernière fois, prouvant que même dans les situations les plus tendues, l'humour et l'absurde n'étaient jamais loin, laissant les protagonistes face à une aventure qu'ils n'auraient jamais pu imaginer en quittant les couloirs de l'hôpital.